Avec le Ils temps ont de déjà reçu. décalage de livraison, ils les auront en décembre, mais c'est bien. Eh bien non, ça marche bien en France. Ils les ont déjà reçus et déjà dégustés. Ou le versement d'une prime, puisque là, alors là, ça part plutôt de l'État qui avait encouragé. Mais certains n'ont pas eu besoin d'avoir cette injonction et qui l'ont fait directement. Il y a même, j'ai entendu là, des entreprises qui ont envoyé des mails à leurs salariés en leur disant attention aux horaires de travail, veillez à ne pas les dépasser. Parce qu'il y a beaucoup de gens en télétravail qui ne restent pas. On avait toujours ces coupures pour la pause café où il y a son copain qui vient, bon, pas le déranger, mais pouvoir échanger. On n'a plus ça quand on est en télétravail. Et donc, il y a limite pour certains, et notamment dans le domaine de la banque, j'ai eu pas Mhm. mal de banquiers qui m'ont dit on sentait un limite burn-out et donc on était obligé de rappeler en disant attention, il est midi et demi, allez manger. Attention, il est 18h30, veillez à couper votre portable. Donc, on voit là encore une écoute de son voisin, des entreprises, des salariés. Tout ça, ça va quand même dans le bon sens. Moi, je sens aussi que on parle moins fort. On roule, là, quand on va dehors, on roule moins vite. On se perturbe moins. Je ne sais pas si c'est encore l'effet de on est groggy, mais il y a un comportement qui est plus respectueux. Et comme le disait Camus, hein, en période de fléau, on a plus de gens à admirer qu'à blâmer. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'exemples sympathiques à reprendre et qui nous donnent foi en l'humanité que l'inverse. Si je prends un exemple concret au niveau d'une entreprise, c'est Moët et Chandon. On savait que nous, à Reims, c'est plutôt le champagne, mais pas que, mais un peu de champagne. Et ben Moët et Chandon, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ils ont décidé de payer un mois en avance leurs fournisseurs, en disant comme ça, vous allez pouvoir faire une trésor et être d'attaque pour repartir quand ça repartira. Et ça repartira. Et donc, ils auront comme cela préservé tout un écosystème leur permettant de bien redémarrer. Donc là, je dis bravo. A contrario, il y a des sociétés qui demandent à leurs fournisseurs de déduire de la facture les aides reçues par l'État. Ils n'ont rien compris. D'abord, ce ne sont pas des aides de l'État, hein, c'est des garanties simplement en emprunt. Et là, ils détruisent l'écosystème qui leur permettrait de repartir une fois que on sera sorti du déconfinement. Donc, à côté de cette écoute, je trouve également qu'il y a donc une écoute des autres, il y a aussi une écoute de soi-même. J'ai beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent cette période de confinement, je la mets à profit pour. J'en ai eu un pas plus tard que ce matin qui m'a dit je me suis lancé, j'ai acheté un saxophone et je joue du sax. Alors, je pars de zéro, mais ma femme connaît un peu bien ça. Et ben, sans cette crise-là, je ne me serais jamais lancé dans ça. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'un peu, un peu exceptionnel. Ça permet en tout cas alors, de pratiquer un sport, de lancer un atelier philo online. Enfin, je trouve que, comme toujours, crise égale opportunité. Et donc, on peut, quelque part, faire de cette crise-là une force. Et cette force, c'est de créer du lien avec les autres, de renforcer, je dirais, sa propre écoute. Et je pense que ça passera par cela. Alors après, est-ce que ça vient du haut, du bas? Je dirais le top-down, ça marche quand même pas très bien. Je trouve qu'en France, on est un peu trop justement dans l'interdiction. On interdit, mais on est un peu moins dans l'explication. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas aller dehors? Il faut expliquer pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire. Mais parce que là, il y a aussi une reprise. Il y a des entreprises qui disent OK, nous, on va retourner sur le terrain. Et il y a des gens qui disent non, non, mais on nous interdit de sortir. Donc, d'un côté, on nous interdit de sortir. Et puis de l'autre, on dit non, mais il faut reprendre le travail. Il faut expliquer. Et je pense qu'il y a d'autres pays, comme la Suisse. Hein, il se trouve que ma femme est suisse-allemande, elle est de Bâle. Et donc, j'ai également là des retours. Ils sont beaucoup plus dans l'explication. Il y a moins d'interdictions on fait plus appel à l'intelligence collective
Et ça, je pense qu'on doit aller vers ce genre de solution. Et cette crise-là rendra pratiquement obligatoire ce type d'attitude. Jouons, je dirais, l'intelligence, la responsabilité des gens, plutôt que de les mettre dans des situations binaires. Vincent, j'aimerais bien que tu répondes sur. Merci parce que je partage tout à fait ce point de vue. À titre personnel, comme j'ai monté ma petite entreprise il y a 10 ans, on est dans un tunnel quand on a son entreprise. Et comme j'ai des appétences pour la lecture, etc., c'est vrai que je suis revenu, puisqu'il y a 10 ans ou 15 ans, c'est les réseaux sociaux modernes qui sont arrivés. Et eux, ils ne sont pas régulés. Et en fait, d'une certaine manière, moi, j'ai complètement remis à zéro ma consommation de réseaux sociaux. Donc, je me suis réabonné à la lecture du Monde et pas de trash lecture. En parallèle, j'ai bien sûr Netflix, comme beaucoup d'entre nous, mais j'ai regardé quelque chose sur la Cinétech. Je regarde les Buñuel, tous les grands réalisateurs. Et en fait, on voit que ce moment un peu de sidération, où il y a un temps qui est arrêté, qui est figé, c'est quand même le temps où on peut revenir sur des bases et un contenu. Je n'irais pas dire qu'il est meilleur, c'est pas vrai, c'est pas un retour vers le passé, mais c'est un contenu qu'on choisit. Et c'est vrai que il y a beaucoup de débats aux États-Unis en ce moment sur le fait que par rapport à la défaillance, c'est les médias français qui disent ça, de l'État américain, et on comprend bien à qui ils visent au travers de ça, c'est aux réseaux sociaux de reprendre le flambeau et la parole. Mais je pense aussi que chacun d'entre nous, en tant qu'individu, je parle pour les adultes, là, pas pour les adolescents ou les plus jeunes qui, effectivement, sont digital natives, mais pour nous, en tout cas pour moi, personnellement, ça me replonge dans des lectures que je n'ai pas eu le temps de faire en tant qu'entrepreneur, ou reprendre des influences que je n'ai pas eu le temps d'écouter dans les 10 ou 20 dernières années. Et du coup, ça me ramène vers des sujets de fond et de sources. Qu'est-ce que toi, un homme de médias, tu penses de ces choses-là, Vincent, indépendamment de ton métier, mais toi qui es un journaliste à la base, un journaliste d'action, de sport, donc de choses, c'est pas brillantes et clinquantes, mais qui sont quand même beaucoup dans l'action, dans la production de contenu, puisque c'est bien le sujet, et on est dans une guerre de contenu, parce que pas plus tard que la semaine dernière, c'est Disney, alors c'est les hasards du calendrier, mais qui annonçait déferler sur le monde avec son offre numérique. Là, chacun de nos cerveaux est isolé dans son confinement personnel et professionnel. Ça va être, comme le disait l'ancien patron de TF1, c'est la guerre pour l'accès au cerveau. Et elle se passe au travers de la culture et de l'intime. Comment est-ce que toi, tu projettes ça, Vincent? Ben, on le voit, bon, là on fait un webinaire, on a un angle éditorial qui est là, qui est précis, donc on échange autour de ça. On voit que les 15 premiers jours de confinement, c'est vrai que ça a fait exploser la partie live sur les réseaux sociaux, sur les fils Instagram, Facebook. Alors c'était rigolo au début, les 15 premiers jours, on voyait autant un sportif qu'un homme de culture, qu'un acteur qui était chez lui pour finalement partager ce qu'il faisait ou pour pouvoir raconter des histoires. Mais on se rend compte de plus en plus que quand même le storytelling et avoir un éditorial fort pour capter une audience, c'est hyper important. Aujourd'hui, vous prenez votre iPhone, vous regardez votre fil Instagram, il y a énormément de live, mais lequel je vais regarder? Je vais commencer à zapper et finalement, je n'en retire rien. Donc, voilà, je pense qu'il y a maintenant, il y a un peu une baisse de consommation par rapport à ça. Pour moi, ça reste des outils. Ça reste des outils. Il faut savoir raconter l'histoire. Alors, l'histoire, elle peut se raconter avec un bout de papier, un stylo, et je peux la raconter sur les réseaux sociaux. Mais l'éditorial doit être là et le storytelling doit être fort, sinon le message ne passe pas. C'est juste. Richard, par rapport au storytelling sur vos équipes internationales ou sur le rôle d'un régulateur et d'une main invisible, où le marché tout-puissant, vous êtes à cette conflagration finalement de tous ces courants-là. Et en plus, entre guillemets, vous êtes à Londres, qui est quand même, de ce point de vue-là, non neutre par rapport à toute la prégnance des États-Unis et d'une autre manière de voir le monde, qui n'est pas meilleure ou moins bonne, mais quel est votre point de vue, vous, personnel, là, de nouveau, au sein d'une grande multinationale
qui impactent quand même déjà directement des dizaines de milliers d'employés, mais indirectement la manière dont se conduit le business. Parce qu'on dit souvent que le régulateur, il suit les pratiques. Et vous, de la même manière, quand vous êtes dans une activité régulée, vous voyez bien ce qui est en train de se dessiner. Comment vous le voyez se dessiner entre l'individu et la norme? Oui, c'est intéressant. Il y a un point qui, je pense que toute cette situation va revenir un petit peu à la normale, ça sera intéressant de voir quels sont les débats qui vont se tenir sur les causes, mais aussi sur ce qui s'est passé avant et qui a permis au système de peut-être pas sombrer, même s'il va être extrêmement impacté. Et je pense, quand vous parlez du régulateur, je pense à tout ce qui a été fait par les régulateurs à la suite de la crise financière de 2008 Exact. pour solidifier le système bancaire. Et je pense que Benoît doit en savoir beaucoup plus que moi là-dessus, mais qui a certainement permet à ce que la situation actuelle vous parlez de backbone, on parle d'IT, mais on parle du système bancaire qui est certainement beaucoup plus solide aujourd'hui et qui peut soutenir une situation telle que nous la connaissons. Moi, je pense que difficile de dire ce que le régulateur, les tendances, nous, dans notre business, je pense qu'on va… Ce qui est incroyable, et on en parle tous les jours avec les clients, c'est aujourd'hui, on sait, ça me fait un peu penser à l'anecdote de Katrina et du cyclone qui s'est passé en 2005 aux États-Unis. 11 mois avant, ils avaient un cyclone d'à peu près la même force qui arrivait sur New Orleans, qui a évité New Orleans de justesse. Rien n'a été fait pendant 11 mois, juste après ce cyclone. Ce que je veux dire par là, c'est que les entreprises aujourd'hui, il y a beaucoup de… C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les entreprises prennent vraiment et planifient pour gérer ces risques potentiels qui ont vraiment un risque d'impacter les entreprises et les plus grandes à des niveaux extrêmement importants. Et je pense qu'aujourd'hui, le système est victime du court terme. Je pense que le régulateur va certainement, dans cette logique de prendre une approche plus comment est-ce qu'on développe une résilience sociétale de l'économie, je pense, et ça c'est personnel, prendre une dimension et peut-être une considération plus long terme sur comment est-ce qu'on gère les entreprises afin de maintenir et de construire cette résilience. Et je prendrai un autre exemple. Aujourd'hui, les chaînes d'approvisionnement, ce dont les entreprises se rendent compte, c'est que d'un seul coup, si un pays se ferme comme la Chine, le nombre d'entreprises et le nombre de consommateurs impactés par ça, parce qu'on a trop tendu les chaînes d'approvisionnement, la situation dans laquelle on se retrouve. Donc, je pense que le régulateur a certainement un rôle au niveau du risk management, mais aussi, je pense, moi, ce à quoi je m'attends, c'est certainement plus de considération de cette résilience sociétale, du climat, une accélération des demandes de climat. Aujourd'hui, c'est intéressant, on parlait des investisseurs on estime que 30% des investissements aujourd'hui en termes d'asset management ont des critères ESG, donc environnementaux. Je pense que cette proportion va augmenter de manière significative, mais aussi avec des critères qui sont beaucoup plus durs dans le sens plus concret, et notamment avec des régulations. On parle, vous connaissez peut-être TCFD, Task Force for Climate Disclosure, qui aujourd'hui est une exigence du régulateur seulement dans certains pays. Je pense que ce type de régulation va s'accélérer, et pas seulement pour le système bancaire ou assurance, mais aussi va s'amplifier, va être adressé à différentes entreprises, à différents secteurs qui sont des secteurs essentiels pour la résilience de l'économie. Donc maintenant, je pense qu'il y a un autre aspect que le régulateur et que les gouvernements vont avoir à gérer, qui est l'aspect de paupérisation. Je pense que cette crise a un impact énorme sur la société et sur la distribution de richesses. Et je pense que ça, c'est un débat en lui-même.
qui va vraiment être un vrai débat à la suite de la crise. Et moi, je suis d'accord aussi parce qu'il y a eu des questions. Je pense que n'hésitez pas le panel avec moi à regarder les questions sur la droite. Mais il y a eu une question à un moment disant bon, oui, vous êtes tous globalement dans des métiers qui peuvent se digitaliser, mais certains ne le peuvent pas, et ça crée une espèce de double fracture digitale en plus de la paupérisation. Donc là, avec en plus les pouvoirs de l'argent au sens large et sans faire de manichéisme, qui vont attendre que certains pans de l'économie tombent pour les ramasser, ça va encore accélérer techniquement une concentration de richesses. Et il y a certains fonds de private equity qui, pour l'instant, step back sur les nouveaux investissements parce qu'ils mettent pour l'instant leur cash sur les investissements qu'ils ont déjà faits, mais notamment les valorisations sont en train de baisser. Donc, il va y avoir de nouveau une forme d'effet d'aubaine. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir de quel côté on bascule. Richard ? Mais non, mais c'est intéressant. D'un autre côté, il est certain que cette crise, et c'est l'un de nous qui le disait tout à l'heure, comme elle va transformer, elle va innover. Et c'est souvent dans les grandes crises, et dans la crise de la dépression, qu'on a vu les plus grandes entreprises se créer avec des nouvelles idées, des nouvelles technologies, des nouvelles approches, etc. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de création, et c'est certainement ça. Pour adresser ces nouveaux problèmes. Et nous, on le voit dans notre industrie, pour regarder les problèmes différemment et notamment, on le voit d'une certaine manière. Je pense que l'assurance, on était dans un business où on signe sa police tous les ans, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment une question sur pourquoi je paye quelque chose, qu'est-ce qui vient en échange et comment est-ce qu'on va créer des nouvelles solutions plus adaptées, plus flexibles pour nos clients. Ouais, c'est juste. Benoît, je ne peux pas résister là au plaisir et pas au sadisme cette fois de t'interroger là-dessus parce que, alors même si tu n'es pas le garant de l'histoire de la marque Lombardier, quand même une entreprise depuis 1796, d'ailleurs la plus vieille entreprise au monde, je ne sais pas si vous le savez, c'est un spa japonais qui a plus de 1000 ans et c'est une famille japonaise qui se repasse un spa. Donc vous n'êtes qu'à un tiers du spa japonais, désolé, vous êtes donc une jeune start-up bancaire, mais néanmoins vos axes de communication, et là je le dis sans volonté justement d'une communication creuse, mais vous avez réellement accès depuis, je ne sais pas quand, d'ailleurs tu vas me le dire, mais plusieurs années, et donc ce n'est pas du tout corrélé au coronavirus, le fait d'aller vers des investissements responsables et justement de manière amorale. C'est-à-dire ce n'est pas une volonté morale cosmétique, c'est parce qu'il y a des fondamentaux derrière qui tendent à prouver que c'est tout simplement aussi plus efficient. Qu'est-ce que tu peux en dire là-dessus? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de travaux. Je veux dire, Lombardier, ce n'est pas une banque, c'est une banque privée suisse, donc avec toute la rigueur de préservation des actifs de vos clients qui va avec. Donc, vous n'êtes pas là pour expérimenter des solutions incroyables, mais j'imagine que c'est une décision froide que vous avez prise, enfin pas au sens de ne pas y mettre de cœur, mais c'est une décision rationnelle au sens helvétique du terme, d'aller vers cette classe d'actifs. Donc, qu'est-ce que tu peux en dire? Parce que si le rationnel rejoint l'humain de ce point de vue-là, là, c'est intéressant parce que ce sont des courants forts qu'on peut retrouver. Alors, la première chose, c'est que pour être très concret, là, on mesure nous un peu les résultats de nos portefeuilles qu'on qualifie de durables, hein, c'est-à-dire où on va vraiment regarder chaque ligne, chaque société dans laquelle le client est investi, et on va la qualifier, on va exclure si on pense que la boîte n'est pas bien préparée. Ce portefeuille-là, si je prends les 2 ans de performance, on était à mars à un peu moins de 3% de performance supplémentaire sur 2 ans. Donc ça veut dire que maintenant, on arrive à montrer que si on sélectionne correctement les entreprises sur les critères de durabilité future, on arrive à faire une meilleure performance de marché avec la bourse que celle qui prenant un panier moyen d'entreprise. Et je ne dis pas qu'on va exclure, parce qu'il ne faut pas dire je prends que des sociétés qui font des éoliennes. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de dire dans chaque secteur économique, quel est l'acteur qui prend le mieux le virage. Et je prends l'exemple du pétrole. On n'exclut pas le pétrole parce que les boîtes de pétrole, c'est celles qui ont le plus de cash. Donc, elles ont des capacités de R&D qui sont énormes. Donc,
on est allé choisir parmi les boîtes de pétrole celles qui mettaient le plus de R&D dans par exemple, le développement d'énergie alternative. Et vous avez des boîtes comme Total, qui ne sont pas encore très développées, mais qui sont plus que des américaines, par exemple, qui ont déjà plus de 10% de leurs revenus qui sont dans des énergies dites vertes. 10%, c'est quand même beaucoup pour une grosse pétrolière. Vous avez une boîte danoise qui était le fleuron étatique danois du pétrole il y a 30 ans, qui a été créé pour ça, et qui faisaient que d'argent là-dessus, et ils ont fait un virage il y a 20 ans. Et ben maintenant, ils ont 60% de leurs revenus, c'est de l'éolien. Et c'est le leader mondial de l'éolien. Ils montent des fermes monstrueuses avec 1000 éoliennes dans la mer du Nord, et c'est le leader incontesté. Son cours de bourse, il a fait x10. C'est clair. Et pour revenir à un peu d'histoire, tu disais tout à l'heure, c'est pas nouveau ces réflexions chez Lombard. Une petite anecdote toujours qu'on donne dans la banque, c'est Alexis Lombard, qui est un des ancêtres, on va dire, des associés, qui en 1841 a écrit un petit livre pour analyser l'investissement aux États-Unis. C'était l'époque en 1840 où on se disait, mais c'est l'Eldorado, il y a plein d'argent à faire aux États-Unis, donc les Européens allaient mettre leur argent dans des sociétés naissantes aux États-Unis. Et lui, il a fait une analyse en regardant tous les États américains et en disant dans lesquels il faut acheter de la dette, si vous voulez, de ces États ou pas. Est-ce que c'est des États fiables? Est-ce que demain, c'est des États qui vont arriver à rembourser leur dette? Et il a exclu les États qui autorisaient encore l'esclavage. Mmh. Et c'est pour revenir à ton point de la moralité, ce n'était pas moral ou pas moral, ce n'était pas la question. C'est de dire, un État qui autorise encore l'esclavage, demain, c'est des troubles sociaux, c'est des difficultés, ça va mal aller, restez à l'écart. Choisissez l'État d'à côté qui, lui, a enlevé ça. C'est une très belle image parce que c'est exactement ce qui s'applique aujourd'hui. Aller vers la boîte qui, elle, a peut-être tourné son modèle, qui investit beaucoup plus que les autres. Aujourd'hui, peut-être que dans les revenus, vous ne le voyez pas, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, elle va dépasser clairement sa consoeur qui n'aura pas fait l'investissement. Merci. Juste un point, le retour on pourrait, ça j'en doutais pas parce que je vous connais tous, dialoguer longtemps, mais j'ai posé pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire, il est en bas de votre écran le sondage et on commence à voir dégager les tendances et on va pouvoir les commenter derrière. J'ai pris un mot de Woody Allen qui dit très concrètement, pensez-vous comme Woody Allen que l'humanité est à un croisement, un chemin mène au désespoir, l'autre à l'extinction totale? Bon, évidemment, dans les deux cas, on va dans le mur. À titre personnel, de nouveau, les uns ou les autres, alors on n'est pas sorti de la crise. On est en plein milieu d'une crise sanitaire qui, pour l'essentiel de nous, reste virtuelle, finalement. On n'a pas encore touché des proches, sauf exception, trop durement. Est-ce que vous êtes positif? Vous pensez qu'on va sortir de la crise économique? Je ne parle pas du sanitaire, aucun d'entre nous n'est chercheur en biologie, mais la crise économique, parce qu'aucun d'entre nous n'a vécu la Seconde Guerre mondiale, et encore moins la crise de 29, à laquelle se réfèrent beaucoup des penseurs aujourd'hui pour voir la suite. Vous, vos réactions de nouveau intimes, ce sont lesquelles? On est au milieu du gué, on reste calme. Il faut s'affoler parce qu'on va se faire croquer par les petits alligators si on ne change pas. Panique totale à bord, on est foutu, c'est le radeau de la méduse. Comment vous positionnez-vous respectivement personnellement et pour ce que vous pouvez en dire de vos sociétés ou du feeling? Parce que ce que je voulais aussi qu'on transmette ce soir à tous ceux qui nous font le plaisir, et ils sont encore nombreux de nous écouter maintenant, c'est qu'il y a deux options. Il n'y en a pas trois. Soit on incarne la peur, on propage la peur, et là, beaucoup de choses peuvent se gripper. Soit on incarne l'espoir, on tient ce cap fermement, et on peut se projeter dans un avenir qu'aucun d'entre nous ne peut modéliser aujourd'hui, mais qui sera, non pas meilleur ou moins bon, mais qui sera. Il aura au moins le mérite d'exister avec ou sans nous. Donc, si vous aviez la gentillesse de... Ce n'est pas forcément un mot de conclusion, et n'hésitez pas à reprendre la parole sur d'autres sujets, mais sur ce sujet-là de votre position par rapport à est-ce que c'est quelque chose dont il va sortir quelque chose de positif? Est-ce qu'on va revenir à business as usual et on est juste là aujourd'hui en train de gloser un petit peu comme les jeunes personnes qui en 1914 partaient à la guerre fleur au fusil sans comprendre ce qui allait venir après? Quel est votre ressenti là-dessus?
allez-y, prenez la parole comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Moi, je pense qu'on va en sortir grandi de tout ça. Ça va nous permettre, en tout cas, ce qui nous concerne, de redessiner des pistes de développement qu'on avait imaginées sur 2, 3, 4 ans. Peut-être qu'on va les activer. Ça va nous permettre aussi peut-être de réunir certains métiers en un seul métier. Donc, ça va forcément passer par de la formation. C'est clair qu'on a encore quelques mois à tenir, mais comme le disait Jean-Yves, c'est beaucoup de reports sur 2021. Donc, il va falloir tenir sur 2020 pour derrière assurer 2021. C'est un arrêt complet. On n'est pas sur… voilà, on sent que tout est arrêté. Et, en tout cas, en ce qui nous concerne, nos clients attendent, quoi. Attendent de pouvoir recommuniquer, de pouvoir recréer des choses. Et puis… j'ai une grande fédération de sport là, qui dernièrement m'a demandé de digitaliser un événement. Et je leur dis, mais on digitalise en mode Covid ou… Non, on va digitaliser en mode Covid, mais ce premier business model, essayons de voir si on ne peut pas le répliquer et annuler finalement ces 6 événements qu'on a à l'international plutôt que de voyager, un peu comme le disait Benoît. Voilà. Voir si ça fonctionne de réunir 80 personnes derrière un ordinateur plutôt que faire voyager à Hanoï 80 personnes, ça n'a pas de sens. 6 fois dans l'année pour se retrouver dans un mall center d'hôtel à boire 2-3 coupettes et puis les gens repartent au bout de 48 heures. Voilà, donc on va essayer de travailler sur ces modèles et puis on verra jusqu'où ça nous mène. Merci. Au niveau de… Alors, bien entendu, moi je le vois comme positif, hein. Je suis d'un naturel optimiste. Et donc, on a eu en France l'indépendance militaire avec le nucléaire. Ça, c'était De Gaulle, mais qui l'avait fait également au niveau agricole. Et donc, ces 2 indépendances-là, on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Et aujourd'hui, on parle maintenant d'indépendance au niveau de la santé. On n'a qu'une santé, hein. Donc c'est quand même important de s'en occuper. Et donc, il y a cette volonté vraiment de développer. Et l'indépendance aussi au niveau de l'éducation. Oui. C'est vrai que c'est un dispositif qui était un peu un parent pauvre aussi au niveau français. Donc, ces 2 nouvelles mamelles, je dirais, la santé et l'éducation. Normalement, il devrait y avoir un engagement. Alors là, on a un système centralisé en France et donc on est vraiment sur du top-down. Devrait être normalement mis en avant. Donc, je dirais relativement optimiste sur l'avenir, dès lors que il y a un cap qui est très clairement franchi, mais en tout cas annoncé par le président de la République. Il y avait des questions, notamment de Pierre de Geneva Relocation, et qui parlait notamment de la situation et c'était après mon mot de conclusion, de Amazon. Amazon est interdit en France, et donc me demandait clairement ce que j'en pensais, enfin si ça m'était adressé d'ailleurs. La réponse du directeur général d'Amazon France ce matin sur les ondes, c'est de dire bon, on va faire appel, mais en attendant, on va continuer à livrer, pas directement par la France, mais par le Benelux, par l'Allemagne, où on a d'autres entrepôts. Et en fait, on voit qu'il faut arrêter de raisonner au niveau français, il faut bien raisonner au niveau européen, et pour pouvoir apporter des réponses. Donc, quand je dis indépendance au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, c'est raisonnons plus au niveau d'un territoire grand comme l'Europe et qui a une puissance suffisamment forte pour contrebalancer quand on est sur le tarmac et qu'on se fait prendre des masques par rapport aux Américains. Il faut qu'on ait un poids plus important pour pouvoir travailler ensemble. Donc, arrêtons de raisonner franco-français, raisonnons plutôt européen sur ces thématiques-là. Et une crise majeure comme celle-ci devrait nous aider à franchir le cap. En tout cas, j'espère. Merci. Alexandre ou Benoît? Moi, je suis effectivement aussi de nature très positive, mais je reste quand même un peu perplexe. J'ai un petit peu de la peine à voter en me disant est-ce que le monde va apprendre de cette crise? Est-ce que l'humain va devenir peut-être plus raisonnable? Parce que finalement, c'est un petit peu ça qu'on
qu'on constate, hein, je veux dire, les billets d'avion à 50 francs d'EasyJet pour aller faire un week-end à Barcelone, est-ce qu'ils existeront plus en 2021? Honnêtement, je l'espère. Parce que c'est vrai que finalement, si on veut apprendre et peut-être revoir un petit peu notre approche par rapport au climat et plus utiliser le digital à bon escient et peut-être moins créer les heures de pointe, les embouteillages et puis les congestions qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'effectivement, les gros événements, ça va prendre forcément quelques mois avant que chacun ose à nouveau se rapprocher et se rassembler à 10 000 personnes, mais je suis convaincu qu'en 2021, ça va venir et je l'espère beaucoup parce que je me réjouis du Paléo 2021. Il n'y aura pas de Paléo cette année et je suis sûr qu'il sera magnifique. Voilà, mais je reste quand même un tout petit peu, je dirais, joue le joker. Quand je vois les États aussi, le soutien de l'État qui est extrêmement rapide par rapport à la crise de 2008. Donc, oui, les États sont extrêmement à soutenir. Je ne suis pas un économiste, donc ça me fait un peu peur quand je vois les dettes étatiques qui vont gonfler énormément. Comment est-ce que les États vont gérer ça, l'Italie et autres? Est-ce qu'ils vont survivre à cette crise? Donc voilà, j'ai quand même quelques craintes, on va dire, macroéconomiques, aussi avec des systèmes politiques américains. Est-ce qu'effectivement les Américains vont vraiment apprendre? Est-ce que les Chinois vont vraiment apprendre? Est-ce qu'on aura peut-être une harmonie mondiale avec des gens plus raisonnables après cette crise? Je reste sceptique. J'aimerais peut-être qu'on se revoie en 2022, les 6 avec notre public et qu'on voie réellement qu'est-ce qu'on a changé. Eh ben, avec grand plaisir. On prend date et merci en tout cas. Benoît, donc du haut des 41 crises que vous avez traversées, tel le commandeur dans la Ouais, poète, qu'as-tu à nous dire? si on revient, moi je resterai d'abord positif sur la manière dont en Europe occidentale, en tout cas, on absorbe cette crise. On fait un petit parallèle avec la dernière très grosse pandémie mondiale, qui est celle de la grippe espagnole il y a 100 ans, qui avait fait à peu près 50 millions de morts, mais on ne sait même pas en fait, parce qu'on ne testait pas et que ce n'était pas aussi facile que maintenant. Alors qu'on est exactement sur le même type de virus. Hein. C'est pas plus violent, c'est pas moins violent, c'est la même chose. Mais il y a 50 millions de morts il y a 100 ans. Voilà. Là, je pense qu'on ne va pas du tout atteindre les 50 millions de morts. Donc sur un plan sanitaire, on est quand même beaucoup mieux et c'est quand même en 100 ans une capacité de progrès qui, je trouve, est quand même très positive. Et on a toujours tendance à se plaindre et à regarder ce qui ne va pas, notamment en France, en disant un tel aurait dû faire mieux, bien sûr. Mais c'est énorme les progrès qui ont été faits. Et je trouve que d'un point de vue économique, la crise de 2008 nous a permis d'apprendre et on ne se rend pas compte à la vitesse à laquelle les États mobilisent des centaines de milliards. Ils savent faire maintenant. En 2 semaines, c'est bon, ils ont débloqué des montants pour. Alors, ça ne va pas être parfait, encore une fois, parce qu'il y a quand même des boîtes qui vont couler, mais on va être capable de garder globalement les gens au travail, même en chômage partiel, mais de payer le chômage partiel. On va être capable de redémarrer plus rapidement que si toutes les boîtes fermaient et que les gens se retrouvaient tous au chômage pour le long terme. Donc, cette capacité-là, on a vu qu'on arrivait en 2008 à le faire sans générer la moindre inflation. Il n'y a pas eu la moindre inflation. Les États ont énormément fait tourner la planche à billets. Donc, cette fois-ci, ça va encore faire la même chose. On n'aura pas d'inflation dans les 5 années à venir. Je reste quand même prudent, comme mon collègue tout à l'heure, sur le fait que voilà, il faut faire attention quand même avec la dette. Mais je trouve quand même qu'on arrive à très bien réagir quand on prend un peu de recul. Voilà. Richard, est-ce que l'assureur, même si vous n'êtes pas techniquement assureur, va nous rassurer ou pas? Bonne question. Rassurer peut-être, assurer, je ne sais pas, mais certainement. Non, moi, la première chose, non, bien au contraire. Je pense qu'on aura de plus en plus de solutions d'assurance. Mais non, la première chose, c'est que je pense que ça va être long. On voit toutes ces sorties de confinement qui vont être beaucoup plus complexes qu'on ne le pense, parce que quand on regarde Sanofi et Glaxo qui viennent d'annoncer ce partenariat pour développer un vaccin,
Ils annoncent les tests pour la fin de l'année, mais pour un vaccin qui sera opérationnel fin 2021. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des populations à risque qui ne pourront pas être, qui vont devoir continuer à être prendre énormément de précautions. Ça veut dire aussi que les choses ne vont pas repartir en normal avant un certain temps. Et ça veut dire que quand on casse une économie, puisque c'est ce qui va se passer sur ce trimestre, quand on casse une économie comme celle-ci, avec le nombre de faillites qu'il va y avoir, sachant que en moyenne, les petites entreprises ont 2 mois de cash devant elles, ça ne va pas repartir aussi facilement. Il va y avoir un laps de temps. Donc, ça va être difficile. Maintenant, je suis de nature optimiste et je pense que les choses qui me rendent optimiste, c'est l'exemple et le digital est un exemple. On s'aperçoit d'un seul coup qu'on sous-utilisait le digital. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, et je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'infrastructures, de capacités que nous avons, qui sont à notre disposition et avec lesquelles on va s'adapter, on va transformer notre monde pour les utiliser à bon escient. Et je pense que le digital est un excellent exemple. Et le webinaire que vous organisez, Jean-Charles, aujourd'hui, est un superbe exemple parce que cette conversation n'aurait pas eu lieu sans cette crise. Un deuxième exemple, pour moi, c'est l'exemple du talent. Le talent, on le sait, pour les entreprises, est l'une des plus grandes batailles qui existent économiquement. C'est de trouver les talents. Or, aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on s'aperçoit? Et encore une fois, cette capacité, enfin plutôt cet outil qui est disponible et cette adaptabilité qu'ont les gens, puisqu'aujourd'hui, en quelques semaines, je pense que si on regardait la courbe des skills et excusez-moi, je mélange l'anglais et le français, mais la courbe des compétences des employés sur les dernières semaines, je pense qu'elle est montée extrêmement rapidement parce que justement les gens, quel que soit leur âge, se sont adaptés, se sont formés. On a utilisé encore plus la formation online. Ce type de webinaire en est un exemple, etc. Donc, je pense que ça va apporter des réponses à des questions qu'on se posait et créer une capacité de transformation beaucoup plus forte. Donc, je suis optimiste sur le fait que ça va nous amener à reconsidérer certaines choses et à faire en sorte qu'on soit plus autour de l'homme et on sache s'adapter sur des nouveaux modèles plus intéressants, avec très innovants aussi. Belle synthèse, merci. Je vais pas rajouter grand-chose. Merci en tout cas à tous. Quelqu'un me faisait remarquer que, comme j'avais de manière un peu pompeuse intitulé le fait qu'on n'a pas à penser l'avenir, mais on peut le penser tous, mais on n'est pas ni des penseurs, ni des hommes politiques. Mais par contre, au sens du citoyen, on a le droit de se positionner. C'est ce qu'on a tous fait aujourd'hui. Mais quelqu'un me faisait remarquer qu'il n'y avait pas de femmes dans le panel. Enfin, pas aujourd'hui, mais préalablement. Bon, il se trouve que j'en ai invité beaucoup parmi les personnes que j'ai invitées pour ce panel et qu'il y en aura, mais dans un des prochains panels. Donc, je tenais juste à le dire, l'homme n'est pas forcément l'avenir de l'humanité, mais merci en tout cas à toutes et à tous, parce que par contre, il y a beaucoup de femmes qui nous ont suivis aussi, et bien sûr, là, il n'y a aucune volonté de sexisme d'une quelconque nature dans la répartition de ce panel aujourd'hui, mais c'est simplement ces personnes qui ont répondu aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie pour la nature des questions, pour la nature des échanges. Je le savais parce que je vous connaissais tous au préalable, vous avez tous écouté, on ne s'est pas interrompu, mais je pense qu'il y a eu une netiquette, entre guillemets, là, sur Internet qui a été bien respectée. J'espère, il n'y avait pas de questions posées au début de ce webinaire, mais qu'on a contribué un petit peu à donner des carottages sur des géographies différentes, sur des métiers différents, sur des tailles d'entreprises différentes. Ce que je vois dans vos réponses finales, entre guillemets, de conclusion, c'est que vous avez tous dit, enfin ça c'est ma faute, puisque c'est moi qui vous ai choisi, je suis de nature optimiste. Donc,
évidemment, on a tous les 6 un biais, c'est qu'on est tous intrapreneurs ou entrepreneurs et en plus, on est en bonne santé et on est dans des entreprises qui vont de l'avant et qui sont innovantes. Donc, on est de loin pas la représentation sur les milliards d'individus qui souffrent, qui n'ont pas les moyens de transformation, etc. Par contre, il est certain que ce sont plus dans les mains de gens qui ont les manettes en main comme nous qu'une partie de la suite de l'histoire s'écrit, parce que c'est sûr qu'on a chacun à nos niveaux, mais un petit peu à faire. Et c'est vrai que je vous connaissais tous et je vous connais tous sur le plan business, parce qu'il n'y a aucun ami personnel dans les gens, et les 5 autres panélistes ne se connaissaient pas, mais ça crée du lien. Et je crois, merci en tout cas, messieurs, vous avez fait le job par rapport à ce que j'attendais de vous. Il n'y avait pas d'attente non plus, parce que c'est une improvisation, c'est du théâtre. On n'a pas préécrit ce qu'on a dit aujourd'hui, loin s'en faut. On a laissé la plus grande part au hasard et à la nécessité, pour paraphraser de grands penseurs. Mais en tout cas, voilà, on a contribué à expliquer ce que font nos métiers, expliquer comment ils se transforment, poser nos jalons personnels, essayer de regarder l'avenir, mais c'est vrai qu'on n'est qu'au tout début de cette crise, au tout début de cette crise, et il faudra inscrire ça dans les temps très longs. Donc si on regarde le sondage où on en est aujourd'hui, la transformation digitale au secteur va-t-elle impacter votre démarche commerciale? Oui, 90%. La transformation va-t-elle impacter votre service lui-même, c'est-à-dire ce que vous allez proposer au public? 84% des gens le pensent, donc c'est absolument majeur, c'est une déferlante. La transformation digitale de vos secteurs va-t-elle impacter la relation client? On en a tous parlé, mais c'est oui à quasiment 90-90%. Ça veut dire que la manière dont on va dialoguer avec le client déjà va changer. Donc, il est fort à parier que du coup, c'est ce que vous disiez sur l'écoute, Jean-Yves, tout à l'heure, et ben, du coup, on va aussi très certainement changer notre rapport à l'intime, d'autant qu'en plus, relisons Sartre, on est quand même tous sur le plan personnel avec nos familles en huis clos. Donc là, mes enfants de 3 et 5 ans m'ont laissé tranquille. Bon, il faut dire que j'avais mis 2 rangées de portes entre eux et moi, donc vous n'avez pas entendu de hurlements, mais néanmoins, ça repense l'intimité et le général. Et ça nous y oblige tous au quotidien, et des milliards d'individus. Donc là, ça, c'est intéressant, parce que c'est plus le Facebook qui ne pense pas. Là, c'est chacun d'entre nous, en notre âme et conscience, qui le faisons au quotidien et qui pouvons en plus échanger là-dessus. Ensuite, la facturation va-t-elle être impactée? Non. Les gens pensent que ça ne va pas transformer. Comment allez-vous produire vos services? Est-ce que vous allez avoir plus de prestataires externes? Pas forcément, mais plus de souplesse, oui. Et est-ce que les gens vont être amenés à déléguer plus de choses en outsourcing? 60% des gens le pensent. Et ça, c'est intéressant sur les gens qui nous ont suivis aujourd'hui. 87%, 87 pour les Vaudois, ont pensé que c'est une opportunité, ce qu'on est en train de vivre. Mais je le répète, nous ne sommes pas ni dans le panel, ni dans les gens qui nous écoutent représentatifs. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent sur le plan politique, comment les États et les gouvernements et ceux qui nous dirigent et qui représentent le pouvoir qu'ils incarnent vont arriver à faire face au mécontentement. Les Gilets jaunes, c'était il y a 1 an. Ce n'était pas il y a 5 milliards d'années. Et puis, dernier point, bon, mais j'avais posé un dernier point absurde sur Woody Allen. Le chemin mène-t-il au désespoir ou à l'extinction totale? Là, il y a un partage des voix. On terminera sur une note très élevée, puisqu'on hésite entre le désespoir et l'extinction totale. Donc, relisons les Monty Python, Le Monde selon Garp, et essayons en tout cas de garder le moral. Mais pour le panel qui était là et pour nos auditeurs, visiblement, on a le sens des responsabilités, mais on garde de l'énergie. Et je vous sens toutes et tous, après 1 mois de confinement, alors c'est très court par rapport à des guerres mondiales qui durent des années, donc on est qu'au tout début, mais en tout cas, comme dirait l'autre, jusqu'ici tout va bien. Merci, et on vous enverra à tous le lien vers la vidéo. Donc, merci encore une fois de plus. Et puis, rendez-vous en 2022, Alexandre,
pour voir où nous en serons sur le plan personnel et professionnel. En tout cas, bravo pour ce que vous faites pour vos entreprises, pour les communautés que vous animez et pour oui, votre esprit qui reste positif. Parce que tant qu'on reste positif, on se protège de la peur. Et tant qu'on se protège de la peur, on ne permet pas à des extrémismes, quels qu'ils soient, ou des comportements absurdes, de prendre pied. Donc, tenons bon et on est tous ensemble. À bientôt. Merci, messieurs. Merci à tous. Merci Jean-Charles. Merci à Bonne tous. soirée et vous tous. Merci. Au revoir. Ciao. Au Au revoir. revoir. Au revoir.